Salut, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé un guide complet sur les ETF. Alors juste avant de voir le sommaire de cette vidéo, je voudrais simplement vous indiquer que je vous ai préparé un PDF que vous pouvez télécharger dans le premier lien dans la description. Et donc dans ce PDF, vous allez retrouver non seulement tous les critères de choix d'un ETF vraiment synthétisés, donc tout ce que je vais vous expliquer, enfin c'est une partie de la vidéo que je vais vous expliquer et qui est vraiment très important pour choisir vos ETF. Je vous ai synthétisé ça dans ce PDF et je vous ai aussi rajouté une sélection, selon moi, en tout cas ma sélection à moi, des meilleurs ETF sur lesquels investir dans le cadre d'un PEA. Vous allez pouvoir regarder la vidéo, vous allez pouvoir voir les explications de la vidéo, bien comprendre tout ce que je vous dis dans la vidéo, mais si ensuite vous voulez y revenir, vous n'aurez pas besoin de re-regarder la vidéo, de rechercher à quel endroit telle ou telle information est. Vous aurez directement tout qui est synthétisé, les critères de choix et en plus la sélection d'ETF. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Alors on va commencer avec cette vidéo. Alors un rappel un petit peu historique des ETF. Les ETF, ça a été créé dans les années 90 aux États-Unis, c'est arrivé ensuite environ dans les années 2000 sur le marché européen. Et il rencontre, vous avez pu vous en apercevoir, un succès de plus en plus important et un succès qui est assez compréhensible finalement, puisqu'ils sont pas chers, ils sont très faciles à comprendre, ils sont très faciles à utiliser. Et donc finalement, ils permettent à tous les particuliers qui veulent investir en bourse de pouvoir le faire simplement, de pouvoir le faire sans rentrer dans des jargons extrêmement techniques et aussi et même surtout, je dirais, en limitant le risque. Alors évidemment, soyons clairs, des risques, même avec les ETF, il y en a toujours, mais on va y revenir dans la vidéo. Vous allez voir que notamment la diversification que permettent les ETF permet justement de limiter les risques. Et puis, je dirais, c'est peut-être la cerise sur le gâteau, justement, c'est que les ETF ont un énorme avantage, c'est qu'ils ont des frais de gestion qui sont extrêmement faible. C'est-à-dire que la moyenne, si on fait la moyenne des ETF, les frais de gestion sont en moyenne de 0,3%, ce qui est très faible comparé aux fonds classiques qui sont en moyenne à 2% de frais de gestion. Alors on va voir aussi qu'il peut y avoir certaines problématiques puisque devant le succès assez important, voire très important des ETF, il y a de plus en plus d'ETF et certains ETF desquels il faut un petit peu se méfier. Je dirais carrément qu'il faut vraiment se méfier parce qu'ils sortent presque complètement de l'esprit original des ETF. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce guide complet sur les ETF. Donc ce qu'on va voir au départ, un rappel des ETF, en même temps que le rappel des ETF, parce que c'est très lié, un rappel sur la stratégie passive, les différences entre la stratégie active et la stratégie passive. Ensuite, dans la deuxième partie, on va voir les différents types d'ETF, parce qu'il y a plein de types d'ETF différents, et c'est important parce que vous allez forcément les croiser, de savoir ce que c'est. Si je vous dis ETF Smart Beta, si je vous dis ETF inverse, est-ce que ça vous parle ? Dans tous les cas, on va voir ça complètement dans la deuxième partie de la vidéo. Et enfin, la troisième partie de la vidéo, on verra vraiment les critères de choix très importants quand vous sélectionnez un ETF. Alors, on va commencer avec la première partie. Un ETF, c'est quoi ? C'est tout simplement un produit financier qui permet d'investir en bourse. Mais l'ETF, finalement, il a une particularité, c'est que quand j'achète un ETF, je n'investis pas sur une seule valeur, j'investis sur un ensemble de valeurs. Car en fait, quand on investit sur un ETF, on investit sur un indice boursier. Donc un exemple avec le fameux CAC 40 qui reprend les 40 sociétés françaises les plus importantes cotées en bourse. Quand j'achète un ETF CAC 40, c'est directement investir sur ces 40 sociétés. Et donc concrètement, avec un ETF, je deviens propriétaire d'un petit bout de ces 40 sociétés. Et donc vous avez compris, c'est là tout l'intérêt des ETF. Premièrement, c'est simple, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous casser la tête en vous disant mais quelle action je vais sélectionner, est-ce que cette action dans le CAC 40 est meilleure ou est-ce que cette action-là est meilleure. Vous les achetez toutes, enfin une petite partie de toutes et en même temps, ça vous permet directement de vous diversifier. Et en plus, c'est accessible parce qu'il y a certaines actions, si on prend l'exemple du CAC 40, qui peuvent être très chères. Donc par exemple, LVMH, au moment où je tourne cette vidéo, l'action LVMH vaut plus de 600 €. Une action LVMH vaut plus de 600 €. Donc c'est pas forcément très accessible. Alors qu'à côté de ça, vous pouvez trouver des ETF CAC 40 à moins de 50 €. Par exemple, vous avez le Lyxor CAC 40 qui est à moins de 30 € au moment où je tourne cette vidéo. Troisième point, il y a beaucoup de choix puisqu'on peut investir sur pas mal de choses différentes, pas mal d'indices différents, on va y revenir. Quatrième point, c'est transparent puisqu'en fait les sociétés qui émettent les ETF vont vous donner vraiment ce que vous achetez quand vous achetez un ETF, donc la liste des sociétés qui composent l'ETF. Cinquième point, c'est facile parce qu'ils s'achètent et se vendent exactement comme des actions. Donc pour employer des termes techniques, ils sont très liquides et ils sont cotés en continu. Et enfin, le sixième point, c'est que les frais de gestion sont extrêmement faibles, comme je vous l'ai indiqué en introduction. Et en plus de tous ces avantages, il y en a un que moi, personnellement, je considère comme peut-être le plus important, c'est que les ETF sont
particulièrement adapté à la gestion passive. Et la gestion passive, vous le savez si vous me suivez régulièrement sur cette chaîne, c'est la gestion que moi je vous conseille d'adopter quand vous investissez en bourse. Alors le but ici, encore une fois, c'est pas de dénigrer la gestion active, hein. Ceux qui font le choix de faire une gestion active, voilà, font ce choix-là tout simplement et ils le font en connaissance de cause. Mais moi je fais le choix de la gestion passive, c'est ce que je vous conseille aussi et je vais vous expliquer pourquoi. La gestion active qu'on peut appeler stock picking, hein, vous entendrez aussi très souvent ce nom stock picking, c'est-à-dire choisir ses actions. L'idée c'est de sélectionner les valeurs une à une pour au final réussir à faire mieux que le marché, c'est-à-dire surperformer le marché. Et donc si on parle d'actions, ça veut non seulement dire sélectionner les actions les plus performantes, mais ça veut aussi dire savoir à quel moment on doit les acheter, savoir à quel moment on doit les vendre. Alors autant dire que vous allez devoir y passer pas mal de temps justement pour vérifier vos positions, sinon vous pouvez perdre de l'argent très rapidement. Et d'ailleurs c'est pas moi qui le dis, hein, si vous regardez sur les sites des principaux brokers, c'est très clairement indiqué que 80% des particuliers qui tradent perdent de l'argent. Et il y a aussi des études très précises concernant les professionnels qui indiquent que sur une durée suffisamment longue, c'est-à-dire après 10 ans, après 15 ans, les professionnels à plus de 90% des cas sont battus par la gestion active. C'est-à-dire que les professionnels n'arrivent pas à surperformer l'indice qu'ils cherchent à battre. Et ça, encore une fois, vous pouvez retrouver sur Internet assez facilement des études comme par exemple l'Institut Spiva qui publie très régulièrement des études sur ce sujet-là. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si les résultats ne sont pas au rendez-vous, la gestion active prend du temps et vous connaissez l'adage, le temps c'est de l'argent et donc la gestion active coûte cher. Et c'est pour ça que les frais de gestion d'un fonds actif sont beaucoup plus importants que les frais de gestion d'un ETF qui lui est un fonds passif. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la gestion passive ne cherche pas à surperformer l'indice de référence, la gestion passive cherche à avoir la même performance que l'indice de référence. Et donc du coup, beaucoup moins de travail et donc du coup, beaucoup moins de frais de gestion. L'intérêt de la gestion passive, c'est de diversifier ses investissements au maximum pour optimiser le rapport rendement-risque. Augmenter le rendement tout en diminuant le risque. Et sur ce point, je voudrais faire une petite précision. Diversifier n'est pas synonyme d'avoir beaucoup de valeurs. C'est synonyme d'avoir des valeurs différentes ou dans des zones géographiques différentes ou dans des secteurs différents. Et ça, c'est pour limiter le risque spécifique, celui qui est lié à une valeur ou à un secteur spécifique. Par contre, en ce qui concerne le risque systématique, celui qui est lié à l'ensemble du marché, comme vous avez forcément déjà entendu le fameux crash boursier de 1929, le seul moyen de se protéger de ce risque-là, c'est d'investir sur le long terme, parce que sur le long terme, si on dézoome et qu'on regarde sur le long terme, la tendance du marché est à la hausse. Pour vous donner un exemple très concret, si on prend l'indice S&P 500 de 2000 à 2019, il y a eu une performance annualisée d'un petit peu plus de 6% malgré les crises de 2002, de 2008. Alors attention, performance annualisée de 6% ne veut pas dire que vous allez toucher systématiquement 6% par an. Par exemple, si on prend l'année 2008, en 2008, vous auriez fait moins 39%. Mais ça veut dire tout simplement que quelqu'un qui aurait mis 50 000 € investis en S&P 500 en 2000 et qui les aurait pas touchés, qui les aurait simplement laissés là sans rien rajouter, aurait à la fin, en 2019, 160 000 €. Malgré les deux crises, malgré les moins 39% de 2008. C'est la technique du buy and hold, acheter et conserver. Et c'est notamment la stratégie que Burton Malkiel, qui a écrit le livre, le best-seller A Random Walk Down Wall Street, considère comme la stratégie de gestion passive la plus efficace. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo, on va voir les différents types d'ETF. Alors concernant les ETF, il faut savoir que leur composition peut énormément varier de l'un à l'autre, c'est-à-dire qu'ils peuvent contenir des valeurs très différentes dans la mesure où ils répliquent n'importe quel type de produit coté en bourse. Donc dans les principales catégories d'ETF, vous allez évidemment avoir les ETF actions, vous allez avoir les ETF obligations, vous allez avoir les ETF matières premières, vous allez avoir les ETF métaux précieux, vous allez avoir les ETF immobiliers. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que en fonction du cadre dans lequel vous investissez, je pense notamment au PEA, vous ne pourrez pas accéder à tous les ETF. Ensuite, il faut savoir que les ETF peuvent répliquer par exemple des indices boursiers mondiaux comme le MSCI World. Ils peuvent répliquer une certaine répartition géographique, donc on a vu le CAC 40 pour la France, on a vu le S&P 500 pour les États-Unis. Et ils peuvent aussi répliquer un secteur particulier, et donc là je vais penser par exemple au Nasdaq pour le secteur technologique ou alors pour le low carbone en ce qui concerne l'environnement. Alors ce qu'il faut savoir, et c'est aussi ce dont je vous parlais en vidéo, c'est que depuis leur création et avec le succès qu'ils ont eu, les ETF ont beaucoup évolué, donc ils sont plus forcément liés à des grands indices que tout le monde connaît, enfin dès que vous vous intéressez à l'investissement vous les connaissez, donc je pense au MSCI World, je pense au S&P 500, au CAC 40 dont on a déjà parlé, mais ils sont beaucoup plus thématisés, donc on a vu notamment en ce qui concernait les technologies avec le Nasdaq
ou low carbone pour l'écologie, mais ça peut aller beaucoup plus loin, par exemple avec des ETF qui sont thématisés sur de la 5G, avec des ETF qui sont thématisés sur les voitures électriques. Le problème que posent en fait ces ETF ultra thématisés, c'est qu'on s'éloigne un petit peu, je dirais, de l'ADN de base des ETF, c'est-à-dire d'avoir des produits qui sont vraiment extrêmement diversifiés, parce que forcément, plus c'est thématisé et par voie de conséquence, moins c'est diversifié. Et en plus, ce qui se passe aussi très souvent, c'est que tous ces nouveaux ETF, toute cette nouvelle vague d'ETF ont souvent des frais de gestion qui sont beaucoup plus importants. Et puis il y a aussi d'autres types d'ETF qui ont des gestions, vous allez le voir parce qu'on va le voir un petit peu en détail, qui finalement s'éloignent aussi de la nature des ETF puisque ça devient des gestions qui sont de moins en moins passives. Donc moi évidemment, vous l'aurez compris avec ce que je vous ai dit en début de vidéo, c'est pas des ETF que je conseille. Ceci étant dit, dans votre carrière d'investisseur, vous allez forcément rencontrer ces noms-là et donc je pense que c'est intéressant de les connaître. Donc on va voir certains types d'ETF qui sont des ETF qui sont un petit peu différents et que je pense c'est important de savoir ce que sont ces ETF. Donc on va commencer avec ce premier type d'ETF, on va dire de ETF de nouvelle vague, avec les ETF à croissance. Donc comme le nom l'indique, c'est des ETF qui sont spécialement constitués avec des sociétés qui ont un potentiel de forte croissance, ce qui veut dire que potentiellement elles peuvent obtenir un meilleur rendement que les autres. Et donc ici on est beaucoup plus dans la spéculation que dans l'investissement, et donc avec ce type d'ETF, les ETF à croissance, naturellement vous prenez beaucoup plus de risques. Ensuite, dans cette nouvelle vague d'ETF, vous avez ce qu'on appelle les ETF à effet de levier. Donc c'est quoi un effet de levier? C'est quelque chose qui augmente potentiellement vos gains dans un investissement, mais c'est quelque chose qui augmente aussi évidemment potentiellement vos pertes. Donc par exemple, avec un ETF effet de levier x2, si l'indice de référence augmente de 2%, votre performance réelle sera de 4%, tout simplement parce que ça fait 2 fois 2%. Mais évidemment, ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que si l'indice baisse de 2%, vous perdez en fait 4%. Alors évidemment, ça peut paraître séduisant, notamment si on est dans cette optique de vouloir de l'argent, plus d'argent très rapidement, mais rappelez-vous toujours, et ça c'est une des bases de l'investissement en bourse, gagner plus et gagner plus vite égale augmentation exponentielle du risque. Et donc c'est le cas de ces ETF à effet de levier qui sont des produits qui sont à haut risque. Ensuite, troisième type d'ETF de nouvelle vague, c'est les ETF qu'on appelle inverse, ou alors vous retrouvez aussi le nom bear ou alors short. Donc là, comme le nom l'indique, l'idée de ces ETF, c'est d'avoir un rendement qui est inverse de du produit qui réplique. Donc pour vous donner un exemple très précis, si vous investissez dans un ETF short CAC 40, si le CAC 40 perd 2%, vous à l'inverse, vous gagnez 2%. Maintenant, si le CAC 40 gagne 2%, vous à l'inverse, vous perdez 2%. Ces ETF, ils ont été créés pour profiter de la baisse des marchés et donc forcément, vous l'aurez compris, on l'a vu dans la vidéo, c'est que sachant que la tendance sur le long terme des marchés est à la hausse, ce sont donc des ETF qui ne sont pas du tout adaptés à une stratégie long terme. Et par ailleurs, ce qu'il faut noter, c'est que ces ETF sont souvent proposés avec un effet de levier. Donc par exemple, si le CAC 40 baisse de 2%, vous gagnez 4% avec un effet de levier x2. Ou alors vous perdez 4% si le CAC 40 monte. Donc là, et particulièrement pour ces ETF, il faut comprendre que c'est des produits qui sont beaucoup plus risqués que les ETF classiques. Et en fait, ils sont tellement risqués que la réglementation impose que l'effet de levier soit limité à x2 pour avoir le label UCITS. Et donc vous savez, c'est le fameux label que vous retrouvez dans la plupart, que vous avez certainement déjà vu dans la plupart des ETF sur lesquels vous investissez. Et en fait, c'est un label européen qui garantit aux investisseurs une protection élevée. Quatrième type d'ETF, vous avez les ETF Smart Beta. Et donc les ETF Smart Beta, en fait, c'est des ETF mix parce que ils mixent la gestion active et la gestion passive. Donc en général, on vous parlera, quand on parle d'ETF Smart Beta, on vous dira que c'est une gestion passive améliorée. C'est-à-dire qu'on va avoir un ETF qui va suivre un indice de référence comme un indice classique, sauf que il va pas suivre toutes les actions de cet indice. Il va en laisser certaines de côté, il va en sélectionner d'autres en dehors de l'indice pour accroître le rendement global. Donc on a donc affaire à des ETF qui finalement on pourrait dire en fait ils suivent des indices personnalisés. Et donc on se retrouve avec des ETF qui ont un objectif qui est un petit peu la même chose que la gestion active, c'est-à-dire surperformer l'indice de référence. Donc ce que je voulais vous montrer dans cette partie, et c'est pour ça que je vous ai un petit peu indiqué les différents types d'ETF de nouvelles vagues que vous pouviez retrouver, c'est que c'est pas parce que ça s'appelle ETF qu'il faut investir les yeux fermés. Et donc ça me mène à la troisième partie où on va voir les critères, vraiment les choses très importantes sur lesquelles il faut faire attention. Alors là, je vous rappelle, comme je vous ai dit en début de vidéo, que vous avez un PDF complet que vous pouvez télécharger gratuitement dans le premier lien dans la description où tout ce que je voulais vous dire ici est résumé et synthétisé, donc les critères auxquels faire attention. Et je vous ai en même temps proposé une sélection d'ETF sur lesquels vous pouvez investir dans le cadre du
PEA. Donc voilà, donc si vous voulez accéder à ça, c'est le premier lien dans la description. Alors, donc je vous ai regroupé ces critères sur lesquels il fallait faire attention. Alors encore une fois, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que c'est dans une optique d'investissement, stratégie passive, long terme, hein, évidemment. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai sélectionné ces critères, 8 critères qui me semblent les plus importants. Alors premier critère qui me semble le plus important, c'est la légitimité de l'indice. C'est-à-dire que on a de plus en plus d'ETF qui arrivent, qui ont de moins en moins d'historique de référence, et donc il faut vraiment faire attention à cette notion de légitimité. Donc évidemment, les performances passées ne donne pas forcément la vérité, ne présume pas forcément des performances futures, mais on peut quand même beaucoup mieux se projeter dans l'avenir avec un ETF S&P 500 qu'avec un ETF qui a été nouvellement créé. C'est pour cette raison que selon moi, il vaut mieux privilégier les vieux ETF entre guillemets, c'est-à-dire les ETF qui ont 5 ans ou plus. Deuxième critère, c'est la liquidité, c'est-à-dire très simplement la facilité avec laquelle vous allez pouvoir acheter ou vendre un ETF. Cette liquidité, elle est principalement liée à la taille de l'ETF. Plus l'ETF est gros, plus il est liquide, c'est-à-dire il est facilement achetable ou facilement vendable. Et la taille de l'ETF dépend des sommes investies dessus, et donc plus les sommes investies dessus sont importantes, plus l'ETF est gros. Et sachez que la totalité des sommes investies sur un ETF en question est indiquée par l'émetteur de l'ETF. Donc vous le retrouverez, les noms peuvent être différents, mais vous voyez, c'est la grosse somme en général qui est indiquée. Donc chez Lyxor, je crois que c'est l'encours sous gestion, et je crois que c'est l'actif net, par exemple, chez Amundi. Troisième critère, c'est la performance de l'indice qui est répliqué. Évidemment, vous l'aurez compris, le but c'est de sélectionner des indices qui ont la meilleure performance. Et donc là, il faut se concentrer sur la performance, regarder la performance annualisée, puisque c'est cette performance annualisée qui vous indique le comportement de l'indice sur le long terme. Quatrième critère, c'est les frais de gestion. Alors là, il faut être très attentif aux frais de gestion, parce que les frais de gestion, vous voyez, c'est ces petits pourcentages qui n'ont l'air de rien, mais qui sur le long terme peuvent faire très mal, c'est-à-dire vraiment limiter fortement votre performance. Comme on l'a vu en début de vidéo, les ETF en moyenne, ils ont des frais de gestion, donc c'est en moyenne, mais en moyenne c'est 0,3%, ce qui est très inférieur aux frais de gestion classiques qui sont de 2%. Et comme je vous disais, on pourrait se dire, bon, finalement 1,7%, ça n'a pas l'air de grand chose, mais croyez-moi, et je vais vous le montrer, ça fait très mal sur le long terme. Donc là, je vous ai fait un petit calcul. Imaginons que vous investissiez 10 000 euros, donc juste 10 000 euros, simplement 10 000 euros sur 20 ans, sur un indice qui fait 10% annualisé. Vous n'ajoutez rien, vous ne retirez rien pendant 20 ans. Si vous avez 0,3% de frais, au bout de 20 ans, vous avez très exactement 63 699 euros. Maintenant, si vous avez 2% de frais, donc seulement 1,7% en plus, au bout de 20 ans, vous avez 46 610 euros. Donc, ces 1,7% de frais en plus vous ont très exactement coûté, dans ce calcul, sur 20 ans, 17 089 euros, soit un tiers de la somme que vous pourriez gagner, vous, avoir dans votre portefeuille, au lieu de la donner à votre banquier ou à la personne qui s'occupe de votre gestion. Cinquième critère auquel il faut faire attention, c'est le prix de l'ETF ou la valeur liquidative. Alors attention, hein, le prix de l'ETF, c'est pas forcément corrélé à la performance de l'ETF, ce qui veut dire que très clairement, c'est pas parce qu'un ETF est plus cher qu'il est plus performant. Et donc là, c'est surtout par rapport à vous, parce que vous pouvez avoir deux ETF différents, donc par exemple deux sociétés émettrices différentes, par exemple Amundi, par exemple Lyxor, qui vont répliquer le même indice, mais d'un côté, vous allez avoir un ETF qui va coûter 200, 300, 400 euros, et d'un autre côté, vous allez avoir un ETF qui va coûter 30 euros ou 50 euros. Donc évidemment, si vous investissez peu par mois, si vous investissez 50 euros par mois, si vous investissez 100 euros par mois, il faut faire attention à ça, parce que évidemment, ça va rentrer en compte dans votre stratégie. Sixième critère, c'est le risque lié à la thématique. Aujourd'hui, on peut avoir cette tendance à vouloir investir dans tout un tas de nouveaux ETF pour se diversifier, mais il faut faire attention à ça, parce que si vous investissez dans une thématique où vous pouvez avoir des affinités, mais finalement qui est une thématique de niche et qui ne rencontre pas forcément de succès, l'ETF peut être tout simplement retiré de la vente. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si l'encours placé est trop bas, c'est-à-dire que si la globalité des sommes investies sur cet ETF baisse trop, le gestionnaire de l'ETF ne pourra plus payer, puisque les sommes qu'il percevra en frais ne seront plus suffisantes, et donc il peut décider tout simplement d'arrêter avec cet ETF, de retirer l'ETF. Et pour vous donner un petit chiffre, au cours des 10 dernières années, 50%
50% des ETF en lien avec ces nouvelles thématiques ont disparu. Et enfin, les deux derniers critères, ils sont surtout liés à votre stratégie. Donc le septième critère, c'est la politique de distribution. Dans un ETF capitalisant, les dividendes sont automatiquement réinvestis. Dans un ETF distribuant, comme son nom l'indique, les ETF vous sont versés. Et c'est très important de faire attention à ça, surtout si vous investissez dans le cadre d'un CTO, donc d'un compte titre ordinaire. Parce que si l'ETF est capitalisant, il ne passe pas par votre compte. Et donc, vu qu'il ne passe pas par votre compte, qui ne sont pas versés sur votre compte dans le cadre d'un CTO, vous ne payez pas d'impôt dessus. Par contre, si l'ETF est distribuant et qu'ils sont versés, vous allez payer des impôts dessus, même si vous les réinvestissez ensuite. Et enfin, le huitième critère, là c'est tout simplement le critère de savoir s'il est éligible au PEA ou pas. Parce que vous le savez, l'intérêt d'avoir un PEA, c'est l'intérêt d'avoir la fiscalité, enfin une fiscalité qui est avantageuse, même très avantageuse au bout de 5 ans. Tous les ETF ne sont pas éligibles au PEA, en particulier les ETF à croissance dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou je vous ai fait un détail tout à l'heure. Mais il faut quand même savoir qu'il y a de plus en plus d'ETF qui sont éligibles, donc vous avez un large choix sur le PEA. Maintenant, pour conclure, où est-ce que vous pouvez trouver les informations sur les ETF? Le plus simple et le plus sûr, justement le plus fiable, c'est d'aller directement sur les sociétés qui sont émettrices des ETF. Donc dans le cadre d'un PEA, vous allez avoir Amundi, vous allez avoir Lyxor, vous allez avoir BNP Paribas, vous avez aussi les gros distributeurs mondiaux comme iShares. Donc par exemple, je vous mettrai quelques screens ici que j'ai pris. Donc par exemple avec le Lyxor PEA Monde, donc vous allez sur le site de Lyxor, vous allez pouvoir retrouver la performance annualisée ou même cumulée. Vous allez pouvoir retrouver les sociétés qui composent l'indice, les positions. Vous allez pouvoir retrouver aussi tout ce qui concerne les caractéristiques principales du fonds. Et donc vous avez notamment le code ISIN pour le trouver, l'encours sous gestion, les frais, est-ce qu'il est éligible au PEA, est-ce qu'il n'est pas éligible au PEA, la politique de distribution. Et voilà, vous avez encore beaucoup d'autres informations. Donc pour conclure cette vidéo, une petite synthèse rapide. Je vous rappelle que quand on investit dans le cadre d'ETF, le but c'est de pouvoir construire et faire fructifier son patrimoine d'une façon, je dirais, la plus sereine possible. Et donc, dans ce cadre-là, il vaut mieux privilégier les grands indices boursiers, il vaut mieux privilégier les ETF ayant des encours importants, il vaut mieux se diversifier le plus possible, mais d'éviter quand même les thématiques trop spécifiques ou trop exotiques. Il vaut mieux éviter les ETF trop risqués, comme les ETF à levier, comme les ETF short, comme les ETF smart beta. Et enfin, il faut aussi faire attention à la fiscalité. Voilà pour cette vidéo. Alors encore une fois, je vous rappelle que tous les conseils que je vous donne, je ne suis pas un professionnel de la finance. Moi, c'est simplement les conseils que je m'applique à moi-même pour ma stratégie d'investissement. Encore une fois, ça ne reste que des conseils, ça ne reste que ma vision des choses. Ensuite, c'est à vous de décider en fonction, voilà, de votre stratégie, en fonction de ce que vous croyez pour vous. C'est à vous de prendre vos propres décisions. Je vous rappelle aussi, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, que vous avez le PDF qui reprend toutes les informations, tous les critères de choix pour les ETF et qui va reprendre aussi une sélection d'ETF que je vous conseille, une sélection que je vous conseille dans le cadre pour investir dans le cadre d'un PEA. Et je vous mettrai aussi en description des liens vers d'autres vidéos, notamment une autre vidéo que j'avais déjà fait sur les ETF avec des exemples de portefeuilles sur les ETF et aussi une vidéo sur le PEA si vous voulez en savoir plus sur le PEA pour investir dans le cadre d'un PEA. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!